Donc, bonjour à tous. Bonjour, producteurs de veau d'embauche. Bonjour, producteurs de bovins de réforme. Bonjour, producteurs de bouvillons d'abattage. Donc, et aussi des partenaires intervenants de la filière. Donc, on va commencer bientôt notre après-midi par un atelier là, commun, donc les trois secteurs. On commence avec une présentation. Donc, on va commencer avec une présentation par la firme AGECO. C'est Bertrand Montel et Catherine Brodeur qui vont venir vous faire la présentation du rapport. C'est un rapport qui leur a été mandaté par les trois secteurs afin d'établir un diagnostic de la compétitivité de la filière bœuf du Québec. Donc, c'est un rapport là, qui va permettre à vous fournir plusieurs informations pertinentes dans votre réflexion et dans vos décisions futures concernant le futur de votre production. Donc, je vous présente Catherine Brodeur et Bertrand Montel et je vais vous laisser la parole. Merci. Bonjour. Je vois que je bénéficie d'une meilleure écoute que Louis. Je vous remercie beaucoup. Ça commence bien. Donc, désolée de vous tirer de cette belle période de réseautage. Moi, personnellement, c'est la première fois depuis 2 ans que je suis en présentiel dans une présentation. Je me sentais stressée, là, un peu comme un enfant d'école qui retourne en première année après un été de vacances. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, accompagnée de mon collègue Bertrand, avec qui on a travaillé là, très fort dans les derniers mois là, pour faire le diagnostic de la compétitivité de la filière bovin-viande du Québec. Est-ce que ça fait du feedback avec le... OK, c'est bon. Bon. Alors, s'il vous plaît, monsieur. Je trouve ça... Vous avez vraiment l'air content de vous revoir, puis je me réjouis vraiment avec vous. Donc, c'est bien que vous soyez dans des bonnes dispositions pour entendre ce qu'on vient vous dire aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a été mandaté pour faire un diagnostic de compétitivité de la filière viande. Donc, on exclut du travail qu'on a fait le veau de grain, veau de lait. On est vraiment dans la filière veau d'embauche, bouvillon et bovin de réforme pour la vente de viande de bovins adultes. Donc, ce qu'on nous a demandé, c'est de faire comme un peu un bilan de santé, mais pas de faire le plan de traitement qui vient avec le bilan de santé. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est le bilan de santé, puis ça pourra donner lieu à toutes sortes de discussions entre vous. À la fin, on ouvre quand même sur des pistes de réflexion que vous pourrez prendre entre vous et discuter pour voir qu'une fois qu'on a ce bilan de santé-là qui montre, comme vous vous en doutez un peu, certaines... oh là, je ne vais pas faire d'analogie, je suis sûre que ça va être mauvais. Mais bon, certains enjeux, c'est sûr que ça sera à vous après ça de voir comment vous souhaitez les adresser. Donc, le contexte dans lequel on s'est fait mandater, vous le savez, vous le connaissez bien, ce contexte-là. Donc, c'est une filière qui connaît, la filière bovin-viande, qui connaît un certain déclin depuis les 10 dernières années. Donc, juste pour l'illustrer un petit peu, on sait que le nombre de bovins produits et abattus au Québec a diminué de façon importante depuis le début des années 2010. Donc, fermeture d'abattoirs, pour ne pas le nommer, Lévinac-Olbex, que vous connaissez très bien. Donc, au niveau des bovins de réforme, évidemment, le cheptel est plutôt en décroissance, donc il n'y a pas vraiment de regain ou de croissance de ce côté-là. Donc, c'est un contexte qui est quand même en diminution importante. Parallèlement à ça, on a quand même vu une année 2020 dans laquelle est venu s'ajouter les perturbations de la COVID, okay, qui sont venues vraiment perturber de façon importante les chaînes d'approvisionnement, mais aussi un regain pour l'approvisionnement local qui a donné justement un regain quand même très significatif au niveau des abattages au Québec. Donc ça, c'est une fenêtre d'opportunité à travers un contexte qui est plutôt en déclin, qui est plutôt morose. Donc, la question qu'on nous a posée face à ça, c'est est-ce que la filière viande bovine québécoise, elle est suffisamment compétitive pour saisir les opportunités qui se présentent maintenant ou dans les prochaines années, puis, dans le fond, mettre fin à son déclin voire relancer, revitaliser, dans le fond,
la filière. Donc, on avait 4 questions, puis j'ai vraiment organisé la présentation pour répondre à ces 4 questions-là. Donc, la première, c'est quoi les marchés de la viande qui sont desservis par les acteurs de la filière bovine, puis comment ils sont approvisionnés. Donc, ça marche comment? C'est quoi notre espace de concurrence? C'est qui nos concurrents aux différents maillons de la filière? Ce n'est pas les mêmes qu'on soit producteur de veau dans la bouche ou qu'on soit en train de vendre la viande à l'autre bout de la filière. Deuxième question, quelle est la compétitivité des acteurs de la filière bovine québécoise pour approvisionner ces marchés-là aux différents maillons, principalement production et abattage? C'est quoi les points critiques qui sont les déterminants de la compétitivité pour les différents acteurs de la filière? Puis, ça serait quoi, en ouverture, les conditions à réunir pour voir se développer une filière bovine qui serait compétitive sur les marchés de la viande bovine? Donc, bien humblement, on vous rapporte ici les principaux éléments de notre analyse et nos conclusions. Et puis, c'est sûr qu'on a aussi déposé un rapport complet là, qui rentre beaucoup plus dans le détail. Là, on vous présente une synthèse aujourd'hui, là, parce que sinon, on en aurait eu pour 2 jours à plein temps. Ce n'est certainement pas votre souhait. Donc, première question, quels sont les marchés de la viande bovine desservis par les acteurs de la filière et comment sont-ils approvisionnés? Les chiffres, en gros, pour se situer, donc la production, quand on regarde l'ensemble de la production bovine, Bouvillon et bovin de réforme, au Québec, ça correspond, quand on compare ça avec la quantité de viande bovine qu'on consomme, les consommateurs québécois, ça correspond à peu près à 37 de la consommation de viande de bœuf. Dans notre production qu'on fait ici, il y a environ 25 ça varie là, à travers les années. On est passé de 20 à 25 juste entre 2019 et 2020. Donc, environ 25 des bovins produits au Québec, ils sont abattus au Québec. Donc, c'est ce que vous voyez là, avec la flèche descendante. Puis, les abattoirs bovins du Québec, ils se trouvent à approvisionner 9 de notre marché intérieur de viande de bœuf. Donc, on est une filière qui est principalement, ou un marché plutôt de consommation qui est principalement approvisionné de l'extérieur, principalement des autres provinces canadiennes. Donc, le marché du détail, quand on regarde pas juste le détail, mais l'ensemble du marché de consommation, ceux qui desservent les consommateurs, à 60 ils vont s'approvisionner via des contrats de viande de bœuf, donc via des achats sous contrat avec leurs fournisseurs. Donc, c'est un aspect qui est quand même important du fonctionnement du marché de détail. C'est les chiffres grossièrement présentés au niveau. Quand on regarde comment se décompose la consommation, les ventes au détail, c'est environ 60 de la consommation totale de bœuf du Québec. Et de ça, il y a 65 que c'est de la viande hachée et des cubes. Puis quand on regarde les 10 coupes de référence principales, ça regroupe 80 des ventes. Fait que c'est quand même assez concentré là, en termes de différentes coupes qu'on consomme. Il existe 3 segments au niveau du détail. Le segment prix, donc c'est vraiment la commodité pure, j'achète un prix. Le segment goût, je cherche du 3A, je cherche de la saveur, du persillage. Et le segment qu'on appelle mode de production ou sous-certification, si vous voulez, cahier des charges, qu'on parle de biologique, naturel, à l'herbe, etc. C'est les 3 segments qu'on retrouve au niveau du détail. Dans le HRI, c'est 40 de la consommation totale de bœuf qui va passer par hôtel, restauration, institution. Il y a encore là 60 c'est sous forme de haché ou de cube. Puis, il y a ce qui caractérise ce secteur-là, c'est qu'il y a des effets de mode sur des coupes. Fait qu'à un moment donné, tous les restos veulent tous offrir telle coupe de bœuf, puis là, ils vont faire des grosses commandes de cette coupe de bœuf-là, mais comme vous savez, là, si je commande une coupe X, bien, il y en a juste comme une ou, dans le meilleur des cas, 2 dans un bovin. Donc, ça prend pas mal de bovins et il faut vendre le reste de la carcasse aussi quand on veut avoir ces coupes-là. Fait que, grosso modo, il y a seulement 3 de la viande de bœuf qui est vendue sous certification en Amérique du Nord. Donc, tous nos fameux marchés de niche là, basés sur des cahiers des charges et tout ça, ne sont absolument pas à négliger, mais ça reste encore un marché qui est marginal. Ça va pour ça? Donc, cartographie simplifiée, on a plein de chiffres là, dans le rapport qui rentrent dans les détails pour tout ça. À l'heure actuelle, le marché des éleveurs de bovins québécois, c'est avant tout le marché de commodités nord-américain,
où les approvisionnements sont majoritairement gérés à travers des contrats par les grands acheteurs. Et les abattoirs québécois desservent essentiellement le marché québécois qui, lui, est dominé par les grands abattoirs. Donc, c'est l'espace de concurrence des abattoirs du Québec. Deuxième question, quelle est la compétitivité des acteurs de la filière bovine québécoise pour approvisionner ces fameux marchés? Donc là, en fait, première question, c'est qu'est-ce que c'est ça, la compétitivité? On en parle beaucoup. Donc, on vous propose une définition ici, c'est celle sur laquelle on s'est basé, nous, pour faire notre travail. Donc, la capacité, c'est la compétitivité, c'est la capacité à soutenir durablement, donc dans le temps, la concurrence sur un marché, donc de maintenir et accroître ses parts de marché, idéalement de façon rentable, sur le moyen et le long terme. Fait qu'on va souvent mesurer la compétitivité en regardant l'évolution des parts de marché de différents joueurs dans un secteur. C'est la façon comme indirecte qu'on mesure la compétitivité. Nous, on a découpé la compétitivité en deux grandes, je dirais, catégories de critères. La compétitivité prix, donc c'est notre capacité à produire à un prix équivalent de nos concurrents, équivalent ou inférieur pour nous permettre de garder ou conquérir des parts de marché. Et la compétitivité hors prix, ça c'est tout ce qui nous permet de vendre indépendamment du prix. Donc, quand on parle de positionnement, différenciation, etc., fait que c'est les caractéristiques qui vont faire qu'on va être capable de vendre en faisant abstraction de juste la concurrence sur le prix uniquement. Donc, puis il faut garder en tête que la compétitivité, c'est toujours relatif à un marché donné, puis aux concurrents qui y opèrent. Donc, c'est un concept qui est essentiellement comparatif, la compétitivité. La rentabilité, ça se mesure de façon en valeur absolue, mais la compétitivité, c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Alors, ici, vous avez, tada, le résultat de notre analyse de compétitivité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une grille avec 9 critères qui sont énumérés ici. Donc, qui va des coûts de production, les coûts de transaction, l'environnement réglementaire, le soutien public, l'environnement macroéconomique, la coordination de la filière, donc la capacité de travailler de façon coordonnée entre les acteurs de la chaîne, la différenciation sur les marchés, le cadre normatif des certifications, donc toute notre capacité à aller bénéficier justement de ces certifications-là, puis comment c'est encadré, ça, les certifications dans nos marchés, et l'acceptabilité sociale, la confiance du consommateur. Donc, ce que vous avez ici, c'est le résultat visuel de notre diagnostic de compétitivité sur chacun de ces éléments-là. Donc, vous avez une colonne pour le volet élevage, où on compare notre compétitivité avec le Canada et avec les États-Unis. Quand j'ai un carré vert, c'est que notre diagnostic dit qu'on est moins compétitif au Québec que chez notre concurrent. Quand on a un trait bleu, c'est pareil. Puis quand on a un rond vert, c'est qu'on a un avantage concurrentiel ou qu'on est plus compétitif, si vous voulez, que nos concurrents. Fait que vous voyez qu'il y a pas mal de carrés rouges, mais il y en a aussi des verts, puis il y a des traits. Donc, je dirais que c'est un diagnostic avec des plus et des moins. C'est sûr que ceux qui sont en haut, le coût de production et rentabilité, c'est un morceau qui est important, puis on va s'y pencher là, dans les prochaines diapos. Fait que notre conclusion générale par rapport à ce diagnostic de compétitivité-là, c'est que les termes de la compétitivité de la filière viande bovine québécoise ne permettent pas actuellement, dans l'état actuel des choses, d'envisager un retour durable de la croissance de la production de bouvillons, ni du cheptel de vaches de boucherie, et donc de la production de veau d'embauche. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a des gros défis. Puis je vais vous présenter un peu comment on arrive à ce diagnostic-là. Puis, comme je vous l'ai dit à la fin, on va ouvrir sur des voies de passage qui permettraient de peut-être mieux tirer parti de notre réalité économique pour être capable de gagner sur ce marché-là, puis de se faire peut-être une plus grande place que celle vers laquelle on se dirige en ce moment. Mais pour ça, ça va impliquer peut-être quelques coups de barre importants. À la fin, moi, je vais vous laisser avec ça pour que vous puissiez en discuter entre vous. Donc, on va passer à travers, je ne passerai pas tous les critères, là, vous comprenez que ce n'est vraiment pas possible pour aujourd'hui. On va au moins regarder les questions de rentabilité, de coût de production et rentabilité au niveau
de la production puis de l'élevage, de la production puis de l'abattage. Fait qu'on va y aller avec ça. Donc, quand on se compare au niveau du coût d'opération moyen, ici, vous avez le veau d'embauche. L'analyse des données, c'est sûr qu'on a travaillé à partir des données qui étaient disponibles. Malheureusement, on n'a pas pu comparer avec l'Ontario parce qu'on ne dispose pas de données, puis malheureusement, on ne peut pas en inventer. Ça serait pas très honnête de notre part. On a travaillé avec une comparaison avec l'Alberta et l'Iowa principalement. Ça nous donne quand même des ordres de grandeur. Puis ce que ça nous montre, c'est que on n'a pas un désavantage concurrentiel ni vis-à-vis de l'Alberta, ni vis-à-vis de l'Iowa, même s'il existe certaines différences entre les différents systèmes de production. Il y a une étude assez, je dirais, exhaustive qui a été réalisée sous l'égide de Canfax, qui vient d'être terminée, qui compare vraiment différents systèmes de production à travers les différentes provinces canadiennes. Puis ça confirme un peu ce résultat-là, un peu mi-figue, mi-raisin, où on ne peut pas dire qu'il y a un désavantage concurrentiel majeur là, du côté des opérations de veau d'embauche au Québec. Donc, quand on se regarde par vache, on est moins compétitif, mais quand on compare par kilo sevré, à ce moment-là, on est dans un ordre de grandeur qui est quand même comparable. Vous pourrez revenir avec des questions là-dessus. Je vous invite à les noter. Là, on va avoir un petit temps après pour échanger si vous voulez forer un peu plus, là, mais là, je vais y aller rapidement sur les résultats. Donc, au niveau de la rentabilité maintenant, donc, en fait, il y a des données là, qui sont disponibles au niveau du MAPAC sur, probablement que vous les avez peut-être vues là, dans les différents documents, monographies ou autres, dans le fond, qui montrent qu'il y a les entreprises de 100 000 $ de chiffre d'affaires et plus, il y en a 75 % des entreprises de veau d'embauche de cette catégorie-là qui couvrent leurs dépenses, puis elles représentent 60 % du volume de production. Donc, pour les fermes de moins de 100 000 $ de revenus bruts, le pourcentage de fermes qui couvrent leurs dépenses est un petit peu moins important à 50 %, pardon. En gros, on peut dire qu'il y a 60 % des fermes de veau d'embauche qui couvrent leurs charges, dans le fond. Ça, ce n'est pas juste l'atelier veau d'embauche, c'est vraiment le revenu de l'ensemble de la ferme, incluant les paiements gouvernementaux. Donc, quand on regarde les résultats, on constate que dans ces revenus-là, il y a les compensations ASRA, puis qu'elles jouent un rôle vraiment important dans la rentabilité de ces entreprises-là. Donc, l'ASRA qui a payé toutes les années, sauf en 2015, puis en moyenne, ça correspondait environ à 20 % du montant total des ventes de veaux sur le marché. Maintenant, les bouvillons. Quand on regarde le coût de production du kilo de gain au Québec, on voit que ça s'approche aussi de celui du Kansas, inférieur à l'Alberta et supérieur à celui de l'Iowa. Donc, c'est sûr que quand on se compare avec les États-Unis, il faut toujours penser au taux de change. Les comparaisons ont été faites avec un taux de change à 1,30 $, mais c'est sûr que c'est une variable qui est toujours très sensible à ce niveau-là. Donc, encore là, sans rentrer dans les détails, on voit qu'en termes de comparaison, puis là, c'est toujours des comparaisons avant la rémunération de l'exploitant. Donc, mais sur une base comparative, le Québec ne ressort pas comme ayant un gros désavantage concurrentiel. C'est plutôt comparable avec les concurrents qu'on a pu regarder. Au niveau de la rentabilité, là, on a environ 75 % des entreprises de plus grande taille, donc 250 000 $ de chiffre d'affaires et plus, qui couvrent leurs dépenses. Puis ces entreprises-là, ça représente 90 % de toute la production de bouvillons au Québec. Donc, quand on regarde ça, on peut dire qu'il y a environ 2/3 de la production de bouvillons. On pense qu'on peut affirmer qu'il y a 2/3 de la production de bouvillons qui est faite dans des fermes qui couvrent leurs charges. Encore là, c'est le revenu de l'ensemble de la ferme. Ici aussi, les compensations ASRA jouent un rôle moins important que dans le veau d'embauche. Ça correspond environ à 3 % du montant total des ventes. Donc, on fait attention ici, les ventes dans le bouvillon, c'est pas la même chose, hein, parce qu'on a des gros montants de vente, mais on a des gros montants d'achat. Fait que pour savoir vraiment, il faudrait qu'on puisse regarder par rapport au revenu net. Donc, l'ASRA représente quelle part du revenu net, mais là, on ne l'avait pas, cette information, pour vous le présenter de cette façon-là. Donc, puis dans la capacité à couvrir ces charges, encore ici, surtout ici dans le bouvillon,
Oui, il y a les compensations ASRA, mais il y a aussi les profits qui proviennent des autres activités qui jouent un rôle important, que ce soit les cultures, le forfait, la location, contribuent vraiment à la rentabilité des entreprises. Puis comme on va le voir tantôt, c'est le cas dans les autres régions de comparaison aussi. On est vraiment dans des fermes qui trouvent leur rationnel économique dans le fait de diversifier les différentes sources de revenus, que ce soit le revenu agricole ou le revenu hors ferme. Donc, quand on regarde au niveau de la rentabilité, justement, puis ça, c'est quelque chose qu'on a observé autant du côté du veau d'embauche que du bouvillon, puis dans toutes les régions qu'on a analysées, c'est qu'il y a des écarts, il y a beaucoup plus d'écarts entre les entreprises d'une même région qu'entre les moyennes d'une région à l'autre. Donc, ce qu'on voit, par exemple, dans le cas du bouvillon d'abattage, c'est que malgré des conditions de marché différentes ou fluctuantes, bien, il y a des entreprises qui réussissent à être rentables année après année. Ici, ce que vous avez, là, c'est des données qui datent c'est les dernières données disponibles avec des analyses de groupe. Là, ça date de 2014 à 2016. Donc, on voit que même en 2015, où ça a été une année qui était peut-être plus difficile pour ceux qui sont dans le groupe minimum puis moyenne, bien, le groupe maximum réussissait quand même à tirer leur épingle du jeu au niveau de la rentabilité. Donc, bien, ça s'explique en partie par des grandes différences dans le prix de vente des animaux. Ici, par 100 livres de gain, on a entre le minimum et le maximum une variation de 43 % du prix de vente, ce qui est quand même très important. Même chose au niveau des charges, plus que 50 % de variation entre ceux qui ont les charges les plus élevées et ceux qui ont les charges les plus faibles. Donc, ça, c'est un échantillon. Je ne vous dis pas que c'est le portrait de toutes les entreprises, puis c'est exactement représentatif, mais ce que ça illustre comme phénomène, c'est quand même ça la réalité dans le secteur, avec des écarts qui sont très importants. Puis si on le faisait dans les autres régions qu'on a étudiées, on trouverait le même genre d'écart également. C'est ce que l'étude de Canfax a permis de révéler. Pardon. Je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Si je suis trop longue, vous me le direz. Je vous parlais tantôt de l'importance des revenus hors ferme. Les revenus, dans le fond, qui sont non agricoles, qui proviennent de l'extérieur des activités agricoles, bien, c'est un élément qui est vraiment essentiel dans l'équation économique des entreprises de production bovine aux États-Unis. Le revenu moyen des ménages qui sont sur des fermes spécialisées en production bovine, c'est 98 000 $. Et de ça, il y a 2 800 qui proviennent de revenus agricoles, puis 95 de revenus non agricoles. C'est ça. Donc, les performances économiques des fermes de veaux d'embauche sont aussi déterminées par des facteurs qui ne sont pas en lien direct avec la production bovine, donc revenus hors ferme, diversification des produits agricoles, puis les surfaces récoltées. On constate quand même, dans le cas des États-Unis, puis c'est vrai, on peut certainement transposer ça au Québec, des économies d'échelle et une plus grande efficacité zootechnique qui viennent favoriser les fermes de veaux d'embauche, mais les revenus hors ferme, eux, rendent les plus petites fermes compétitives. En fait, ils contribuent à la résilience des petites fermes, malgré peut-être une moins grande performance dans l'activité d'élevage comme telle. Quand on regarde au niveau du Canada, donc le revenu total moyen des ménages dont la production agricole principale est la production bovine, tantôt je pense que j'ai dit production de bouvillon, là, mais c'était vraiment production bovine, c'est 101 000 $ par an au Québec. Par contre, ça inclut les fermes de production veau de lait, veau de grain, parce que malheureusement, Statistique Canada, il les met tout ensemble. Dont 9 000 $ qui provient de revenus des marchés agricoles et 75 000 $ hors ferme. Même chose en Ontario, 111 000, 8 000 revenus agricoles, 99 non agricoles, 152 000 en Alberta, 35 000 de revenus agricoles, 110 000 de revenus hors ferme. Donc, c'était pour illustrer, quand je vous disais, le rôle majeur du revenu hors ferme dans l'équation économique dans ce secteur-là. Cela dit, quand on décide de rester en production, il n'y a pas juste cette donnée-là qu'on considère. Hein. Il y a plein d'autres raisons, plein d'autres éléments qu'on peut rentrer dans notre équation économique aussi, qui fait qu'il y a des avantages à être en production au-delà de simplement regarder c'est quoi le revenu là, au niveau du revenu du ménage.
Autre élément, les politiques de soutien gouvernemental, j'ai parlé tantôt du rôle de l'ASRA. C'est sûr que les producteurs québécois bénéficient d'un soutien gouvernemental qui est plus important qu'ailleurs à travers le programme ASRA dans le Veau-d'Embauche, le Bouvillon. Puis pour les fermes spécialisées en production bovine, donc là, on a comme deux données, là, une qui inclut vos laits, vos grains, l'autre c'est juste au niveau de Bouvillon, Veau-d'Embauche. Quand on regarde la donnée ASRA, on est capable d'isoler Bouvillon, Veau-d'Embauche. Quand on regarde Statistique Canada, là, on a tout le secteur bovin au complet. Mais quelle que soit la donnée qu'on prenne, ça va donner soit 10,7 des ventes brutes, soit 9,5 des ventes brutes de bovins, qui est le niveau d'aide gouvernementale aux entreprises du Québec. Et puis, quand on compare avec l'Ontario et l'Alberta, on est plus autour de 2,5, 2,4, 2,8 Donc, c'est quand même une différence qui est significative, là, quelle que soit la source de données qu'on utilise. Maintenant, les abattoirs. Donc, on a fait le côté élevage, Veau-d'Embauche, Bouvillon. Maintenant, qu'en est-il de la compétitivité et de la rentabilité des abattoirs? Donc, on ne peut pas parler des abattoirs du Québec sans les mettre en perspective avec qui on compare au niveau de la concurrence. Puis dans ce cas-ci, on compare un peu des pommes puis des oranges. Donc, on a présenté visuellement, parce que ça frappe toujours plus une image vaut 1000 mots, on le dit souvent. Donc, les plus grands abattoirs du Québec versus Cargill à Guelph puis Cargill à High River dans l'ouest. Donc, on voit qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont complètement différents, avec tout ce que ça peut impliquer en termes d'économie d'échelle, puis de capacité d'aller chercher des opportunités sur différents marchés pour valoriser la carcasse. Donc, quand on regarde juste au niveau des coûts d'exploitation, les grands abattoirs, on est dans des coûts de l'ordre de 225-250 $ par tête, alors que dans les plus petits abattoirs, on est autour de 350 $ par tête. Donc, juste là, on a un écart en termes de coût d'opération de 100 $ par tête, qui est vraiment dû. Si on regarde les petits abattoirs ailleurs, vous allez le voir, c'est la même réalité. Ce n'est pas parce que nos abattoirs ici sont moins bons qu'ailleurs. Donc, justement, si on regarde la rentabilité des abattoirs, en haut, vous avez la rentabilité des petits abattoirs canadiens, c'est-à-dire qu'ils font entre 30 000 et 5 millions de chiffre d'affaires. Puis ça, c'est tous les abattoirs, sauf les abattoirs de volailles. Fait qu'on n'a pas de données qui isolent les abattoirs bovins du reste des abattoirs. Puis de toute façon, dans les petits abattoirs, on est très majoritairement dans du multi-espèces, fait que ça fait quand même du sens. Fait qu'on voit que les marges d'opération ne sont pas très élevées. Donc, au Québec, on est à 0,9, on est en bas de la moyenne canadienne qui est à 1,6 La ligne d'en dessous, en bleu, vous avez les États-Unis. Donc, l'évolution de la marge d'opération moyenne des entreprises d'abattage. Encore là, c'est tous les abattoirs sauf volailles, puis ici, c'est toutes les tailles à gauche. Donc, on voit qu'on est autour entre 2,5 et 5,5 % selon les années. Donc, ce qui est plus haut que ce qu'on a vu en haut, mais qui reste quand même des taux de rentabilité qui ne sont pas immenses. On voit à droite, c'est les données, mais en fonction de la taille. Donc, les petits, moyens et gros abattoirs. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment une corrélation importante entre taille et rentabilité dans ce secteur-là. C'est vraiment un secteur qui est caractérisé par d'importantes économies d'échelle. Donc, maintenant, en termes de spécialisation, si on regarde le portrait de la spécialisation de nos abattoirs par rapport aux autres régions, donc, il y a plus que 55 % des abattages de bovins faits au Québec qui sont des bovins de réforme. Puis ces bovins-là, la valorisation de la carcasse ne nécessite pas nécessairement le même niveau de découpe qu'une carcasse de bouvillon. Moins de besoins en équipement, peut-être moins de besoins en qualification de la main-d'œuvre et tout ça. Puis cette importance relative-là du bovin de réforme pourrait avoir eu un impact là, sur le développement du savoir-faire ou la nécessité, la nécessité fait loi, donc pour optimiser la valorisation des carcasses de bouvillon. Aux États-Unis, il y a 20 % des animaux abattus qui sont des animaux de réforme, puis ils sont essentiellement abattus dans des abattoirs spécialisés, ce qui veut dire que
la contrepartie, c'est que les abattoirs de Bouvion sont des abattoirs spécialisés qui ne vont pas faire de la réforme en général. Il y en a qui en font, mais à travers leurs activités. Dans le reste du Canada, Ontario, Ouest, on est autour de 15-17 d'animaux de réforme dans les abattages. Puis, ils ne sont pas abattus dans les abattoirs spécialisés, ils sont abattus dans les abattoirs de Bouvion là, qui réservent des périodes d'abattage pour ce type de bovins-là. Puis c'est un des éléments qui explique la réduction, dans le fond, de la productivité de ces abattoirs-là quand ils se comparent avec les abattoirs spécialisés en Bouvion seulement au niveau des États-Unis. Donc, la spécialisation a un impact sur la rentabilité et aussi le savoir-faire, les équipements des abattoirs. Puis on a beaucoup d'abattage de bovins de réforme au Québec. Élément clé de la capacité concurrentielle ou la profitabilité des abattoirs, c'est la capacité de valorisation de la carcasse. Donc, l'optimisation de la valorisation de la carcasse, bien, elle repose sur la capacité à adapter les patrons de découpe, la façon dont on va découper l'animal en 1000 morceaux, en fonction des demandes des marchés. Donc, il y a une étude qui a été faite pour comparer, dans le fond, la valeur qui est produite à travers différents patrons de découpe. On a des données détaillées dans le rapport, mais ici, je vous présente une différence quand on fait la somme de toutes les coupes. Qu'est-ce qu'on est capable de sortir comme valeur de la carcasse selon deux patrons de découpe qui existent et sont utilisés dans l'industrie? Mais on parle d'une différence de 1,70 $ par kilo de valeur rendue sur le marché à la sortie de l'abattoir. Donc, vraiment, la valorisation de la carcasse, ça a un impact majeur et notamment la capacité d'aller valoriser ce qu'on appelle le 5e quartier. Donc, toutes les pièces que nous autres, on ne veut pas manger, puis qu'il y en a d'autres qui veulent manger ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment un élément clé. Puis ça, il y a vraiment un lien avec la taille. Parce que si d'une plus grande taille, tu es capable d'aller valoriser le 5e quartier sur des marchés qui sont preneurs, notamment à l'exportation, alors que quand tu es un plus petit abattoir, c'est plus difficile ou tu vas passer par plus d'intermédiaires pour être capable d'y arriver. Donc, aussi au niveau du Select versus le Choice, le marché de référence au Québec, c'est le marché Select et qui tend, lui, à sous-valoriser la production de Bouvion au Québec. Ici, ce que vous avez dans la figure, c'est la différence entre la valeur du cut-out, si on valorisait le profil de nos animaux en fonction de la proportion de Select et de Choice, si on les valorisait en fonction de la valeur du cut-out, Select et Choice aux États-Unis versus de les envoyer à 100% dans Select. Ça fait une différence de 21 $ par 100 kg de capacité de valorisation de la carcasse. Donc, puis on sait que de plus en plus, on parlait tantôt le segment qualité et tout ça, de plus en plus, les demandes du marché évoluent vers le segment goût, vers le 3A ou le choice là, qui est vraiment davantage valorisé puis davantage primé là, aux États-Unis puis dans le reste du Canada, alors qu'au Québec, on ne va pas pénaliser là, le choice le select, parce que traditionnellement, on a une préférence pour une viande maigre, puis notre génétique aussi, elle a été faite de sorte à desservir cette demande-là de viande maigre. Et comme la SRA paye en kilos de gain et que les races plus maigres, donc notamment Charolais, permettent de déposer plus de viande, mais ça envoie un incitatif ou un signal de prix pour aller vers ce type de génétique-là. Donc, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ça soulève des questions sur les orientations puis les décisions qu'on veut prendre comme secteur en termes de choix de génétique, puis en termes de valoriser ou favoriser une viande qui est davantage vers les créneaux là, qui sont en croissance, c'est-à-dire un créneau goût et qualité. Autre élément de l'analyse, en fait, un autre facteur de compétitivité important, maintenant qu'on a regardé la rentabilité au niveau des abattoirs, c'est les modes de coordination. Donc, la coordination, c'est la capacité d'un secteur de réussir à transmettre les signaux de marché et les demandes du marché de l'aval vers l'amont, donc du consommateur jusque plus haut dans la chaîne
pour que tous ensemble, on se coordonne pour desservir la demande de nos marchés, puis aller chercher le maximum de valeur ajoutée qu'on est capable de faire avec notre production aux différents maillons. Donc, au Québec, le niveau de coordination, on le juge relativement faible. Nos abattoirs québécois utilisent peu les contrats parce que la façon typique de coordonner, donc d'envoyer nos signaux au marché à travers la filière, c'est par des contrats qui disent ben moi, je veux ça, je pénalise ça. Qui viennent vraiment relayer le signal du marché à ceux qui nous approvisionnent. Donc, les abattoirs du Québec utilisent peu les contrats, soit contrats à terme, soit les formules de prix dans leur stratégie d'approvisionnement et s'approvisionnent plutôt sur le marché spot et aux enchères. Et les producteurs de bouillon québécois utilisent peu les contrats actuellement également. Aux États-Unis, par comparaison, il y a 60 % des ventes de bouillon qui se font selon une formule de prix, 10 % selon les contrats à terme et 30 % selon le prix spot. Il y a des grandes variations. Si vous allez d'une région à l'autre des États-Unis, il va y avoir des grandes variations, mais ça, c'est la donnée moyenne pour les États-Unis. Une des illustrations de ce que permet de faire ce genre de signal-là, c'est la réduction de la part de Select aux États-Unis dans le panier total des bouvillons produits. Donc, qui a permis, dans le fond, d'aligner la production sur les demandes du marché pour une viande qui a plus de persillage, donc des carcasses qui sont choice ou prime. Donc, ça a été fait via les contrats, les formules de prix, les grilles de pénalité. Donc, les grands, autre élément, les grands détaillants ont un pouvoir de marché qui est très important, comme vous savez. Puis même chose pour les groupes de restauration rapide qui, eux, vont essentiellement gérer leur approvisionnement par contrat avec des abattoirs. Donc, c'est sûr que si on n'est pas dans ce mode d'approvisionnement-là, on ne peut pas... il y a une question de volume aussi pour être capable de les approvisionner, mais bref, ça, c'est le genre de mécanisme qui permet d'améliorer la coordination verticale dans le secteur. Puis au niveau du Québec, on est moins coordonné que ce qu'on peut observer ailleurs pour un ensemble de raisons. Donc, une illustration de ça, c'est qu'on voit sur la figure, là, c'est peut-être petit un peu pour vous autres, j'ai mis un petit carré rouge. Ici, on voit les bandes rouges, c'est l'évolution dans le fond, des carcasses selon leur degré de persillage. Donc, en rouge, c'est le 3A. Fait qu'on voit que donc, les États-Unis qui sont au bout, l'Ouest, l'Ontario, le Québec. Donc, au Québec, il y a une progression qui est moins rapide vers des carcasses avec des caractéristiques de plus haut persillage qu'ailleurs. Donc, comme je disais tantôt, la grille ne pénalise pas le 2A au Québec. Il y a des enjeux aussi au niveau du classement des carcasses, là, mais indépendamment de ça, on voit que ça progresse quand même moins vite au Québec. Il y a comme un décalage qui se crée à ce niveau-là. Donc, un autre élément par rapport à la coordination, c'est qu'on est dans un secteur qui est caractérisé, comme vous savez, par une grande volatilité des prix. C'est vrai au niveau de la production, mais c'est aussi vrai au niveau du détail. Donc, ce que vous avez ici, c'est l'évolution des prix aux différents stades de la chaîne, donc en haut au détail et en bas au niveau de la production. Vous avez, je trouve ça toujours intéressant de le montrer parce qu'on se base beaucoup sur les données de Statistique Canada quand on fait nos analyses pour dire que le prix est très, très stable. Puis, vous avez la donnée de Nielsen qui est en dessous où on voit qu'il y a beaucoup plus de volatilité. Fait que Nielsen, là, c'est des données qui couvrent une quantité de transactions là, qui n'a rien à voir avec la donnée de Statistique Canada, qui vient d'ailleurs d'annoncer qu'elle allait changer. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, là, mais nos séries historiques de données de Statistique Canada pour les prix à la consommation, on les aura pu. Ils changent leur méthode pour adopter quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce que Nielsen fait. Mais on voit que dans le cas de Nielsen, c'est des moyennes pondérées par le volume, puis fait qu'on vient capturer les spéciaux, les stratégies de promotion des détaillants. Donc, c'est beaucoup de volatilité. C'est beaucoup de volatilité pour tout le monde dans la filière. Puis les contrats, la coordination entre les acteurs, mais ça peut constituer une façon de gérer ce risque-là parce que tout le monde gagne à réussir à gérer ce risque-là dans une filière où est-ce qu'il y a beaucoup de volatilité.
Troisième question, je suis rendue où dans mon temps? Louis, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Ça va bien? OK. Donc, je ne vous ai pas encore complètement assommé. Je vois que les gens demeurent attentifs. Donc, notre troisième question, quels sont les points critiques déterminant la compétitivité des divers acteurs de la filière bovine québécoise? On a fait ça vraiment synthétique. C'est quoi là, vraiment les points là, les plus importants à retenir au niveau de la production et au niveau du secteur abattage-transformation? Premier élément, la rentabilité des fermes repose fortement sur la diversification des revenus agricoles et les revenus hors ferme et sur les programmes de soutien gouvernemental. Deuxième élément, il est possible de produire des veaux d'embauche et des bouvions de manière compétitive au Québec par rapport aux régions concurrentes. Mais un des éléments critiques, c'est, j'en ai pas parlé plus tôt, la concurrence des autres options de production. Donc, un des enjeux qu'on a, c'est que même si on est capable d'avoir une production rentable, quand on arrive au moment de faire des choix d'investissement stratégiques dans l'entreprise, bien, qu'est-ce qu'on fait? On regarde nos autres opportunités, notre coût d'option, la relève, etc., etc. Puis là, un des gros enjeux, puis on pense que c'est un facteur d'influence majeure au niveau de la production de bouvions, c'est qu'il y a peut-être un plus fort attrait d'autres productions pour les fermes du Québec que ce qu'on voit ailleurs dans les autres régions. Donc, il y a des options, notamment les grandes cultures, mais pas seulement, qui se présentent comme des options qui peuvent être plus intéressantes que la production de bouvions, même si la production de bouvions en elle-même n'est pas rentable, ou même chose pour le veau d'embauche. Donc, ça se traduit souvent par le fait que quand on voit des plus petites fermes ou des fermes moins rentables disparaître dans les autres régions, bien, les fermes qui sont de plus grande taille ou plus rentables, parce que ce n'est pas tout le temps lié à la taille, mais souvent, sont capables de reprendre la production de ces autres fermes-là pour qu'on assiste donc à ce qu'on appelle une consolidation, puis le secteur se maintient à travers l'augmentation de la taille des entreprises qui restent. Au Québec, il y a des freins à ça. D'une part, la concurrence des autres productions, mais aussi notre réglementation environnementale qui rend ça un petit peu plus compliqué qu'ailleurs, un petit peu même beaucoup, d'augmenter nos cheptels à cause des seuils là, pour des différents seuils réglementaires. Là, on parle, je pense, c'est 1300 bouvions là, pour éviter des coûts un petit peu plus BAP, là, puis des coûts un petit peu plus... de la paperasse peut-être un petit peu plus importante. Donc, un autre élément, ce qu'on appelle l'opportunisme, ici, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas genre « t'es un opportuniste », c'est un comportement dans le marché qu'on appelle un comportement opportuniste, qui veut dire que je saisis les opportunités plutôt que de m'engager dans quelque chose de long terme. Donc, il ne faut pas le prendre comme une insulte, ce n'est pas une insulte. Mais ce comportement opportuniste-là, sur le marché, ça nuit à la compétitivité des producteurs et de tout le monde un peu, où on pourrait bénéficier d'une meilleure coordination avec les partenaires commerciaux. Donc, que ce soit pour les producteurs de bouvions avec les producteurs de veaux d'embauche, même chose, producteurs de veaux d'embauche avec bouvions, et les producteurs de bouvions avec les abattoirs. Au niveau de l'abattage-transformation maintenant, on sait que les abattoirs du Québec ne bénéficient pas d'économies d'échelle, dont jouissent les grands abattoirs qui fournissent les grands abattoirs de l'extérieur qui fournissent le marché québécois. Fait que ça ne permet pas d'être compétitif sur les marchés de masse. Cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des façons d'aller desservir ces joueurs-là, même si on vend un produit qui est plutôt de commodité. Il y a des besoins, les petits abattoirs ils vont être mieux organisés pour répondre à des demandes spécifiques des acheteurs que des grands abattoirs qui font un peu du one size fits all. Donc ça, dans le rapport, on a un petit peu plus élaboré sur cette question-là. Donc les abattoirs québécois, ils ont très peu de pouvoir de marché.
ce qui les oblige à réagir au marché, puis leur laisse quand même assez peu d'autonomie dans leur stratégie de commercialisation. Puis encore une fois, l'opportunisme, qui n'est pas une insulte, et le faible engagement dans la coordination des chaînes de valeur, mais ça limite les possibilités de bien valoriser les carcasses selon les besoins spécifiques des acheteurs. Puis ça, c'est crucial pour être capable de compenser, là, comme je viens de le dire, la taille plus petite des abattoirs. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, j'espère que je ne vous ai pas déprimé ou découragé. Ça serait quoi les conditions à réunir pour pouvoir voir se développer une filière de viande bovine compétitive sur les marchés de viande bovine? Donc, ce sont des pistes de réflexion pour le futur. Ce qui est certain, c'est que ça va nécessiter un engagement durable et important de la part des différents partenaires, parce qu'on pense que la capacité à saisir les opportunités qui se présentent, engouement pour le marché local, des besoins non comblés au niveau des acheteurs, les enjeux au niveau des bouchers, entre autres, et tout, mais ça va demander une plus grande coordination verticale entre les acteurs de la filière. Sinon, le risque auquel on s'expose, c'est que la production bovine dépasse plus vraiment 175 000 têtes produites, donc Bouvion et Réforme, et que les activités d'abattage et de transformation plafonneraient aussi au niveau actuel. En fait, on voit deux scénarios de leadership qui pourraient émerger. Il y en existe peut-être d'autres. On les a présentés plus pour lancer peut-être la réflexion de votre côté. Il pourrait y avoir, par exemple, des abattoirs qui décident de mettre en place des formes de coordination plus fortes, qui peuvent aller des contrats d'approvisionnement à carrément une production sous intégration, comme on voit dans le secteur porcin. Donc, en passant là, par une production sous cahier des charges, avec, probablement que vous connaissez un peu comment ça fonctionne dans le secteur porcin, sinon ça pourrait être très intéressant de vous y intéresser. Donc, puis là, je fais abstraction du fait qu'il y a quand même des initiatives qui existent en ce moment puis qui se mettent en place. Là, on reste non nominatif dans notre analyse. Donc, il pourrait aussi y avoir un leadership qui émerge de la part des groupements de producteurs agricoles pour coordonner la mise en œuvre des changements, puis assurer que ce soit à travers les outils de mise en marché collective ou pas, un meilleur alignement stratégique, une meilleure coordination des acteurs dans la filière pour être capable de desservir le marché et les opportunités qui se présentent. Au niveau de l'abattage-transformation, qu'est-ce qui pourrait être fait? C'est de prendre l'initiative de développer des marchés sur lesquels les abattoirs vont pouvoir créer suffisamment de valeur ajoutée pour compenser leurs coûts d'exploitation plus élevés qui nuisent à leur compétitivité sur les marchés de masse. Puis pour ça, des pistes, s'appuyer sur la différenciation des produits pour sortir d'une position réactive de preneur de prix. Encore là, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'initiatives qui se font en ce moment. Il y en a, comme vous le savez sans doute. Améliorer la coordination pour permettre un meilleur alignement des intérêts des différentes parties prenantes, que ce soit, par exemple, en utilisant des contrats. Identifier la combinaison de marchés aussi qui va permettre une valorisation la plus complète possible de la carcasse. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas déjà. Là. On n'est pas en train de dire qu'on a eu cette idée-là avant tout le monde. C'est sûr que c'est un effort qui est fait de façon constante au niveau des abattoirs, mais il faut continuer à travailler, voir qu'est-ce qui peut être fait comme piste d'amélioration pour la valorisation de la carcasse et peut-être sécuriser la capacité de réfrigération et de découpe là, des carcasses de bovins, donc qui peut être un facteur limitant là, au niveau des infrastructures dans la filière. Maintenant, au niveau du maillon production, qu'est-ce qui pourrait être fait? Il faut s'assurer de créer des conditions pour que la production de bouvion demeure un choix possible de développement pour les entreprises. Puis ça, il y a certaines conditions qui doivent être réunies. On pense que le maintien de l'ASRA est une condition essentielle, bien que non suffisante au retour de la croissance. Soutenir la création de chaînes de valeur visant à atténuer la volatilité de prix sur le marché, à créer de la valeur ajoutée, puis aussi à partager en tout ou en partie les risques qui sont liés à la production bovine. Donc, c'est vraiment un enjeu de comment on est capable, tout le monde est exposé à des risques, puis ensemble, on peut les atténuer
les risques les uns des autres? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites de ce côté-là? Donc, améliorer la coordination entre les producteurs de bouvions et les producteurs de veaux d'embouche et entre les producteurs de bouvions et les abattoirs transformateurs. Encore là, la question des contrats est certainement à explorer. Et par rapport aux performances comme telles des entreprises, développer un soutien technico-économique spécialisé pour les producteurs de bouvions et de veaux d'embouche pour les accompagner dans l'amélioration des performances ou la transition vers des nouveaux modes de production qui sont davantage alignés avec les demandes des marchés finaux pour s'inscrire dans une filière compétitive. Fait que ce sont des voies de passage. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, je pense que c'est ma dernière diapo. Donc, on n'a pas fait le plan de traitement, on a fait le diagnostic. Donc, le plan de traitement, c'est quelque chose qui pourra sans doute être discuté entre vous. Fait que j'espère que ces éléments-là, rapidement présentés, vous auront amené là, des pistes de réflexion qui vont être intéressantes et vous permettre de continuer d'avancer. Merci. Donc, merci beaucoup, Catherine. Donc, on a demandé à Catherine et Bertrand d'être présents pour répondre à quelques questions suite à la présentation, avant que chacun des secteurs retourne dans ses propres terres là, pour terminer l'après-midi. Là. Donc, je vais commencer avec monsieur au micro numéro 3. Si vous pouvez vous présenter. Luc Turmel, Chaudière-Appalaches-Sud. Tantôt, vous disiez dans l'étude qu'on était compétitif avec le Québec, l'Alberta puis les États-Unis. Je regarde les chiffres par vache. Au Québec, on était à 2792 avant la rémunération. Puis l'Alberta, on est à 2000, puis les États-Unis, est à 2300. On est 700 pièces de plus qu'en Alberta. Pourquoi vous dites qu'on est comparatif? Par vache. C'est la page 20. La page 20, vous avez dit? Oui. OK. Peut-être. Ça, moi, ma page 20, c'est ça. Je pense pas que c'est. Ah, c'est pas le même, OK. C'était dans le début. Oui, je sais. Là, vous me parliez du veau d'embouche ou du bouvion? Du bouvion? Non, je n'ai pas parlé du bouvion, du veau d'embouche. C'est Ouais. celle-là. Parfait. Donc, on a coût total avant rémunération du travail et du capital, coût d'opération par vache. On est à 1500 au Québec, 1076 en Alberta, 1423 en Iowa. Puis, quand on regarde en kilos sevrés, là, parce que les poids d'entrée, sortie et tout ne sont pas les mêmes là, selon les systèmes de production. Donc, on est à 5,29 par kilo sevré au Québec. J'ai vu une erreur, j'ai additionné les deux ensemble. Tu as 1500 pièces avec l'Alberta, dans le fond, tu as 500 pièces de différence. Oui, même plus, 400, un peu plus que 400 $ de différence. Effectivement. Puis comme on vous mentionnait, là, on travaille avec des moyennes. Puis il y a différents systèmes de production. Il y a une étude qui a été faite au niveau de Canfax on a, je ne sais plus combien il y a de systèmes de production là, en Alberta, au Québec. Là, on a entre 4, 5, 6 systèmes de production. On voit des écarts quand même très importants d'un système de production à l'autre et d'une ferme à l'autre qui dépassent largement les écarts qu'on a dans cette figure-là. Donc, fait que je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un avantage du côté de l'Alberta, mais ça dépend comment je regarde par vache, si je regarde par kilo sevré. Puis là, je n'ai pas la rémunération du travail et du capital. Quand on regarde la rémunération du travail, c'est là où est-ce qu'on voit l'effet des économies d'échelle, hein, parce que j'ai une personne qui s'occupe d'un 100 animaux ou la même personne de 1000 animaux, bien, c'est sûr que le coût par animal il va être moins élevé sur la grande ferme. Là, on a clairement un désavantage au Québec parce que notre taille d'exploitation est plus petite. C'est juste parce que quand on fait, mettons, des représentations au gouvernement, puis on va dire qu'on est comparatif, puis en réalité, on ne l'est pas vraiment quand on regarde ça, bien, on a déjà de la misère à avoir le salaire spécialisé de l'ouvrier. Si on va dire qu'on est comparatif, ça ne marche pas, là.
Ben là, vous pourrez choisir lequel. Les économistes, c'est ça qu'on fait. Tu sais, on choisit le chiffre en fonction de la conclusion. Non, c'est pas vrai. On ne fait pas ça. On nous accuse souvent de faire ça, mais tu sais, Ouais. ce que je veux dire, c'est qu'on peut le regarder par vache, mais on a des poids d'entrée, des poids de sortie, des éléments différents. Quand on le regarde en kilos sevrés, qui, je pense, c'est quand même la façon de le regarder, bien là, dans cette donnée-là, OK. on est quand même comparable. C'est Mais bon. on ne l'avait pas pour l'Iowa, malheureusement. Oui. Monsieur au micro 2. Oui, Richard Renaud, Montérégie-Ouest. Alors, je ne sais pas si c'est la pandémie ou quoi, là. J'ai l'impression de me réveiller d'un coma. C'est particulier. Parce qu'avant, à la Fédération, on n'avait pas d'abattoir. Il n'y en avait pas d'abattoir au Québec. On nous le disait. Ce n'était pas une question de compétitivité. On n'en avait pas. Aujourd'hui, vous m'annoncez qu'il y a des abattoirs au Québec. C'est extraordinaire. On en a trouvé. On a dû en construire. Et ce matin, je me suis réveillé dans la chambre ici. J'ai Télémétropole, je n'ai pas ça chez nous. Et je vois une annonce avec Martin Matt pour le bœuf du Québec. C'est extraordinaire. Hein? Alors aujourd'hui, parce que là, il y a des petits producteurs qui servent des petits abattoirs, j'aurais bien aimé que vous ayez un schéma de tous les abattoirs. Où sont, c'est qui, quoi, où, quand, quoi, comment, tous ces abattoirs-là. Parce que là, ça aurait été important. Et puis, il faut que je constate, si on a des abattoirs maintenant, qu'on a des choses qu'on peut faire maintenant, qu'il y a eu un changement de leadership sérieux à quelque part à la Fédération, ou, parce qu'avant, on n'en avait pas. Alors, j'aurais aimé avoir des abattoirs, où ils sont, c'est quoi exactement, qu'on sache où est-ce que c'est. Effectivement, je ne vous ai pas présenté de carte, mais oui, ils existent, on peut les situer. Ce sont des abattoirs. Peut-être que la différence est entre abattoirs spécialisés et abattoirs tout court. Fait que c'est pour l'essentiel des abattoirs multi-espèces qui ne font pas que du gros bovin. Donc, c'est peut-être de là que vient le terme « on n'a pas d'abattoir ». Là, c'est votre historique à vous. Là, je ne peux pas y répondre plus que ça. Merci. Micro 3. Stan Christensen, Ottawa-Laurentide. Donc, une seule place que je vois un écart entre vos observations et celles que j'aurais aimé, c'est qu'au lieu de placer la barre dans le désavantage des produits Select versus Choice, vous avez mis un escompte ou une déficience. J'aurais aimé avoir la barre en bas puis mettre le prime en haut. Donc, c'est plus positif pour moi là, d'avoir c'est quoi qu'on a l'opportunité de chercher au lieu de mettre le côté négatif, qui est partie de notre culture au Québec. C'est souvent de mettre la barre, puis pénalité, c'est ça que si vous n'atteignez pas, au lieu de dire, bon, vous avez quelque chose à chercher ici, la carotte, l'étoile est en haut, là, on va vous donner des étoiles. Je suis tellement d'accord avec votre commentaire que je pense qu'on va faire le changement dans le rapport, effectivement. Puis l'autre chose, c'est que, je vais vous donner une petite anecdote. En 2000, j'ai participé à une réunion. J'étais président d'une association de la race canadienne, dont dans l'abattoir de Cargill, en Alberta. Et on venait d'avoir une entente avec Cargill pour la mise en marché d'un produit de marque de race. Vous pouvez imaginer laquelle. Et il y avait quelqu'un des États-Unis qui était représenté là aussi. Puis j'ai demandé, c'est quoi que vous cherchez en signant une entente avec une association de race au Canada? Puis il dit, là, vous avez 3600 membres, vous avez 3600 ambassadeurs pour votre produit quand on signe. Je pense qu'on a une opportunité d'être ambassadeur pour le produit de Québec. Merci. Au micro 2. Alain Laroche, Centre du Québec. D'abord, je voudrais te féliciter pour ta conférence. Je pense que ça a été beaucoup d'informations en peu de temps. Ce que je trouve comme point vraiment intéressant, c'est quand tu fais la précision qu'être opportuniste, ce n'est pas négatif. Ça semble être un petit peu dans notre culture. Souvent, l'opportuniste est un petit peu comme critiqué. Et aujourd'hui, quand tu nous le présentes, j'apprécie ça énormément. Et quand je regarde notre mise en marché collective, qu'on a de différentes façons dans notre organisation, ça serait vraiment d'être opportuniste. Parce que si on regroupait les volumes pour faire une mise en marché, je
pense bien qu'on aurait une des plus grosses fermes au Canada. Et je pense qu'il faudra travailler collectivement dans ce sens-là. Merci beaucoup. On a encore quelques minutes. Si vous avez d'autres questions. Jérôme Sabourin. Oui. Quand tu parles aux États-Unis, 60% des ventes de bouvillons sont faites selon la formule de prix. Peux-tu élaborer là-dessus la formule de prix? Ils sont vendus avec formule de prix. Ouais, veux-tu rajouter quelque chose, Bertrand, là-dessus? Ben, vas-y. Technique, est-ce que le micro ici va fonctionner? Non, vas-y, approche-le. Ça devrait marcher. En fait, formule de prix, c'est une manière, dans les données, de catégoriser toutes les mises en marché où on va avoir un prix de référence avec une formule qui détermine un prix, donc avec des pénalités, des bonus selon des critères de qualité éventuellement. Donc c'est différent au sens où on connaît à l'avance, on a le prix de référence qui peut varier beaucoup, mais on va avoir un certain nombre de facteurs qui sont connus à l'avance. C'est moins fort que le contrat à terme en termes de coordination, mais c'est un peu plus dans le fait de transmettre des signaux de marché sur les attentes des marchés finaux que la simple mise en marché sur le marché spot ou aux enchères. Oui, mais ta formule de prix est établie à l'avance? Ou... Oui, elle est établie à l'avance. Donc, tu décides avec l'acheteur de vendre dans tel mois avec une formule de prix, mais ton prix de référence n'est pas fixé. En fait, le prix, la référence est connue. On va dire, par exemple, c'est le prix USDA Choice, par exemple. Mais le prix lui-même, la valeur de cette référence, elle n'est pas connue à l'avance. Okay. Ça va être ça. C'est-à-dire que le prix n'est pas fermé à l'avance, mais la manière dont c'est calculé, puis les signaux de marché qui sont transmis vont être connus à l'avance. Parfait. Merci. Merci. Au micro 3. André Ricard, Lanaudière. Vous avez analysé la compétitivité du secteur production, de l'abattage. Côté transformation et détail, avez-vous fait certaines recherches pour vérifier la compétitivité du secteur québécois versus ailleurs au Canada ou aux États-Unis? Le comportement un peu des consommateurs là, au Québec, est-ce qu'on achète juste quelques 3-4 pièces de viande là, dans la carcasse là, versus ailleurs là, qui peuvent peut-être mieux balancer la carcasse? Avez-vous regardé ça, là, s'il y a une différence entre le Québec et l'extérieur? En fait, pour la compétitivité, on n'a pas analysé la compétitivité du secteur du détail et tout ça. Par contre, on a regardé dans les comportements des consommateurs ce qui pouvait être différent entre, par exemple, le Québec et les autres régions. Et il y a, par exemple, un aspect sur la valorisation de la carcasse au niveau des restaurants qui est différent. Et c'est là où on voit, au niveau du détail, je dirais la principale différence, c'est le type de viande qui est plus recherché, plus maigre au Québec par rapport aux autres régions. Ça, on l'a couvert. Au niveau des restaurants, puis ça peut être un enjeu pour la valorisation de la carcasse, c'est qu'il y a moins de chaînes de restaurants, de steakhouse au Québec par rapport notamment à l'Ontario et à l'Ouest. Et c'est des restaurants où on peut écouler une plus grande diversité de pièces. Et c'est là où, avec une moins grande culture de viande bovine dans les restaurants au Québec, finalement, l'effet de mode sur les pièces joue de manière plus importante. Donc, on va dire dans l'Ouest et en Ontario, les gens qui sont sur le marché de la restauration ont plus d'opportunités de valoriser un plus grand nombre de pièces qu'au Québec. Donc ça, c'est un élément qui joue en partie sur le... donc c'est de développer l'enjeu, et puis ça va être de développer cette connaissance et cette culture au niveau des acheteurs finaux. Mais on ne peut pas vraiment... Donc c'est là où il y a peut-être un marché où on peut développer quelque chose au Québec pour se créer un marché qui n'existe pas pour le moment et être éventuellement compétitif sur ce marché par rapport à d'autres. Mais si on veut faire la même chose qu'ils font dans l'Ouest, il va falloir faire attention à ce que les gens qui sont dans l'Ouest n'approvisionnent pas ces marchés. Donc il faut trouver un signe distinctif aussi qui
fait qu'on va peut-être les exclure avec une origine locale, par exemple. Et du côté des marges bénéficiaires, avez-vous vu une différence ou c'est assez comparable? Non, je dirais au niveau des restaurants, je n'ai pas regardé, mais les niveaux de marge des restaurants, je dirais que ça va beaucoup varier d'une entreprise à l'autre. Les petits restaurants indépendants, c'est clair que les marges, on le sait tous, qu'on soit dans n'importe quel, quelque part, État américain, région du monde, c'est des marges très, très serrées. Pour les grandes chaînes de restauration, mais les marges vont être... Là, je ne suis pas dans le secret de chacune des franchises, mais les marges sont sûrement un peu plus élevées. Donc, c'est ça. Et puis, vous aviez une question sur la transformation. Donc là, nous, ce qu'on a appelé transformation, c'est dès qu'on fait vraiment une transformation sur la viande, donc soit qu'on la prépare, qu'on fait une préparation, une salaison ou une transformation. Puis là, le paysage est beaucoup plus diversifié, puis on a certains produits où les entreprises québécoises sont compétitives. Puis là, leur marché est quand même plus local. Il y a de l'exportation, mais ça reste que malgré tout, le premier marché est québécois. Puis là, ça dépend du produit. Là, le marché devient tellement segmenté que ça devient plus difficile, mais on n'a pas regardé en détail ce segment-là, d'autant plus que le transformé, ça représente, par rapport à la viande fraîche et congelée, en termes de volume, c'est beaucoup plus... Mais c'est clair que c'est des avenues à développer quand on parle de coordination. Si un transformateur développe un produit pour lequel il crée de la valeur, il a un marché où il est capable de créer de la valeur et qu'il a besoin d'un approvisionnement avec des caractéristiques spécifiques, c'est là où je pense que l'exemple du porc est intéressant, parce qu'on voit avec tous les différents cadres qu'ils proposent pour commercialiser les porcs, chacun derrière a plus ou moins un marché qui lui correspond, et c'est un bon exemple. Pas nécessairement celui à suivre, parce que dans le bœuf, il y a tout un tas de caractéristiques propres. Le cycle de production n'est pas le même, les conditions de production ne sont pas les mêmes, donc on ne peut pas juste dire faites comme le porc, mais ça peut comprendre comment ils font pour voir comment ça pourrait être adapté, ça pourrait être intéressant. Merci. Oui. On va prendre 2 dernières interventions, le micro 1 et ensuite au micro 2. Justement, vous parliez du porc. Vous présentez, s'il vous plaît. Serge Dothière, Montérégie-Ouest. Vous parliez du porc, mais le porc, si je ne me trompe pas, c'est uniforme. Vous envoyez toutes des carcasses pareilles. Dans la présentation que vous nous avez faite cet après-midi, vous parliez de Prime, du 3A et du conventionnel. Fait que c'est 3 choses complètement différentes, mais là, avec les animaux qu'on a, si tu ne peux pas changer, là, dire, OK, ce batch-là, on va faire du prime, l'autre, on va faire du conventionnel, l'autre. Si on s'en va avec, exemple, le porc, bien, ça ne s'applique pas vraiment au bœuf, parce que tu as du bœuf qui est maigre, tu as du bœuf qui est persillé, l'autre n'est pas persillé. Puis, disons que cette étude-là, c'est... Puis, deuxième question, c'est est-ce que vous avez regardé le rendement carcasse? Parce qu'on sait que dans le moment, les abattoirs trouvent qu'il n'y a pas assez de rendement carcasse, donc ils ne veulent pas payer plus cher parce qu'ils n'ont pas assez de rendement. Les gars de parc, ils ont un manque à gagner parce que les veaux, ils payent trop cher. Fait que, est-ce que vous avez regardé le rendement carcasse des animaux qui sont fournis aux abattoirs? Je vais répondre premièrement à la première question sur la comparaison entre le porc et le bœuf. C'est sûr qu'il y a des différences. Par contre, il y a une époque où le porc, il y avait beaucoup de variabilité, il y avait toutes sortes d'enjeux, porc plus gras, porc plus maigre, plus gros, plus petit et tout. Puis, il y a, à travers justement cette fameuse qu'on appelle la coordination verticale, donc les contrats, les spécifications, les grilles de paiement,
Aussi, de s'entendre sur c'est quelle génétique qu'on veut. Hein. Il y a eu énormément de travaux là, dans les 20-30 dernières années là-dessus sur le porc. On est venu à améliorer la qualité et l'uniformité, et même après ça, à venir distinguer certaines génétiques. On pense par exemple au porc Nagano, etc. Donc, il y a eu vraiment tout un effort d'uniformisation et de standardisation pour être capable de mieux desservir les marchés avec les animaux dont on a besoin. Je ne suis pas une spécialiste zootechnique du bœuf. Je ne sais pas c'est quoi l'ampleur du défi au niveau du bœuf. Je suis certaine qu'il est grand, mais je suis certaine qu'il y a des choses qu'on peut faire au niveau de la génétique, au niveau des pratiques d'élevage, et aussi que les abattoirs sont capables, une fois que l'animal est dans l'abattoir, de diriger certaines pièces selon certaines caractéristiques pour aller les valoriser sur les bons marchés en fonction des caractéristiques des pièces. Oui, mais c'est la question est, si vous faites, mettons, avec 3 races, exemple, puis que vous faites un produit, bien, ce produit-là va être uniforme. Si vous avez produit du 3A, bien, toutes les carcasses vont être 3A ou 2A, mais il n'y aura pas de maigre là-dedans, là, parce que ta génétique est faite pour ça. Pour en revenir au porc, oui, au commencement, vous aviez du plus gras, du moins gras. Là, vous l'avez standardisé. Mais le gars qui veut manger du porc moins gras, bien, il ne peut plus en avoir parce que là, vous l'avez standardisé. Fait que c'est juste ça, là, que là, vous êtes en train de standardiser un produit. Puis là, la demande, c'est vous qui l'avez dit. Et il y a du prime, il y a du triple A, puis il y a du conventionnel. C'est pas en toutes les mêmes carcasses, c'est pas en tous les mêmes animaux. Fait que c'est... Puis au point de vue, mettons je passe ma question, la foule a bien compris. Là. Puis l'autre question, c'est le rendement carcasse. Parce que ça, c'est une plainte qu'il y a entre les abattoirs et puis les gars de parc. Fait qu'un, il paye trop cher, puis l'autre, il n'a pas assez de rendement. Est-ce que vous avez étudié ça? Pour revenir juste sur la question de l'uniformité, en fait, il y a l'uniformité, puis surtout, je pense, ce qui est important pour les abattoirs, c'est la prédictibilité de leur approvisionnement. C'est pas tellement de savoir si on va avoir que du prime, que du triple A ou que du double A, c'est de savoir à peu près, est-ce que je vais avoir 5%, 10% de prime, un 20% de select, puis le reste de choice, ou est-ce que ça va varier beaucoup mes lots dans leur composition? Donc c'est plus la prédictibilité de l'approvisionnement que de savoir tout uniforme. En fait, je pense que c'est la petite nuance que j'amènerai. Sur le rendement carcasse, ben, le travail du rendement carcasse de l'animal, puis après le travail, donc ça c'est le travail quelque part de l'éleveur dans le choix de génétique et tout ça. Il y a une partie du travail de l'abattoir de savoir comment il gère la carcasse entre le moment où il a tué l'animal et le moment où il le met dans la salle de découpe. Puis après, il y a le rendement viande, qui lui est là, il a le travail de l'abattoir, et c'est comment on coordonne tout ça pour tirer le maximum de valeur de la carcasse, parce que si l'éleveur fait très bien son travail pour avoir un rendement carcasse constant, puis ben, relativement constant, là, mais que l'abattoir derrière, il ne fait pas une bonne job à bien valoriser toute la viande et il perd plein de valeur parce qu'il n'a pas les compétences pour bien découper une carcasse de bovin, ben, on perd de la valeur. De la même manière, si l'abattoir, il sait faire, mais qu'il a un approvisionnement qui fait qu'il n'est pas capable de bien faire, ben, on perd. Donc c'est pour ça que cette idée de... Chacun a sa responsabilité pour créer la valeur au niveau du marché final. Merci. L'étude devrait comporter, si tu as 57 de rendement versus un 63 de rendement, il y a du monde qui vont faire plus d'argent, là. Puis pour faire plus d'argent, si cet animal-là te rapporte plus, tu vas le payer plus cher. Puis ça va retomber dans les poches du gars de parc, puis ça va retomber dans une poche du gars de Vacheveau. Ça, vous avez des suppositions. L'étude, je pense qu'il y a encore beaucoup à étudier. Oui. Merci, M. Détiat. M. Renaud, s'il vous plaît, votre dernière intervention. Merci. Oui. Un, deux, oh, oui.
Alors, je voudrais savoir, en fait, comme vous avez parlé d'abattoir, tout ça, la capacité d'abattage, OK? Parce qu'on voudrait, admettons, dire se structurer un peu plus, faire peut-être plus de mise en marché, développer le marché du Québec, etc. Il ne reste pas énormément de bœuf, en fait, à développer. Là. Il reste plus grand-chose, là, en fait, très peu. Mais la capacité d'abattage pour absorber tout ça ou en absorber un peu plus si jamais il y avait une croissance. Donc, est-ce que vous avez des chiffres qui disent, ben voilà, on a telle capacité d'abattage et puis on devrait être en mesure de monter ou si jamais il y a une croissance? Comme on a mentionné, je ne sais pas si mon micro fonctionne encore, comme on a mentionné, c'est beaucoup dans des abattoirs multi-espèces. Fait que là, il y a une notion de, si tu fais plus de place aux bovins, tu en fais peut-être un petit peu moins à d'autres espèces et tout, mais on a quand même fait une estimation, c'est quoi la capacité d'abattage théorique si on utilisait l'ensemble des capacités disponibles. Puis là, j'essaie de me souvenir par cœur du chiffre, c'est autour de 100 000 têtes de bouvillon par an. 120 000. Là, je vous le dis de mémoire, là, je ne l'ai plus exactement, mais c'était autour de ça. Fait qu'il y a de l'espace. Puis, il peut aussi y avoir du développement puis des investissements. D'habitude, là, quand les acteurs du marché ils ont confiance qu'il y a des opportunités puis qu'il y a un développement possible, il y a des bonnes chances que les investissements suivent. Mais la capacité théorique, là, de mémoire, autour de 100 000 têtes qu'on a calculées. Merci beaucoup. Pas long? Oui. Ouais, donc. Ah, merci, vous êtes fin. Jérôme, Centre du Québec, Vaudambouche. Vous parliez d'un manque de leadership dans la filière. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est qui devrait avoir le leadership pour aider la production, selon votre étude? C'est qui devrait l'avoir, ce leadership-là, s'il y a un manque de leadership? C'est-tu le PBQ? C'est-tu le MAPAC? C'est-tu le gouvernement? C'est qui vous avez ciblé? On n'a pas parlé de manque de leadership, on a plutôt dit que ça prend un regain de leadership. Non, mais ça prend. C'est sûr que quand on veut, si vous décidez comme secteur que vous voulez opérer des changements, il y a quelqu'un qui doit prendre le leadership pour opérer ces changements-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leadership en ce moment. Est-ce que c'est le gouvernement? Certainement pas. Après ça, est-ce que c'est les producteurs? Est-ce que c'est les abattoirs? Est-ce que c'est tout le monde ensemble? Est-ce que c'est... Ça, c'est vraiment pas à nous à déterminer ça. C'est à vous à déterminer ça. C'est votre secteur, c'est vos entreprises. Puis je pense que vous voulez le faire en concertation. Nous, ce qu'on vous a dit, c'est qu'il y a certainement un coup de barre à donner si on veut être capable de capturer les opportunités qui sont là, puis que ça passe par une meilleure coordination entre les acteurs de la chaîne. C'est ça notre message essentiellement. Donc, merci beaucoup, Catherine. Merci. Bertrand.